Et notre invité de ce jeudi soir est la tête de liste Faire entendre le camp des travailleurs. Gabriel Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes en présence d'Eddy Marajo, comme à chaque fois. Eddy, bonsoir. Bonsoir Sabrina, bonsoir Monsieur Jean-Marie. Bonsoir Monsieur Marajo. Et on commence avec le module qui permet de découvrir le candidat autrement, c'est la rubrique Confession. Ma mère je peux vous livrer un secret, hein. Ma mère m'a dit que j'ai été conçu le 1er juin 1958 et je suis né le 27 février 1959. Je suis un pilotin du Sud. Je suis né dans un établissement qui accueille mes école de musique de Rivière-Pilote, quartier Encamé. Donc voilà, et je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Mes parents ont 3 garçons et 4 filles. Et pour être complet, ma mère est toujours là. Prochainement, elle fêtera son anniversaire et mon père est parti le 16 janvier 2012. J'ai grandi à Josso, un quartier de Rivière-Pilote, au milieu avec des copains. Bon, on s'amusait bien, pêcher à la rivière, la bicyclette, la chasse aux oiseaux avec les arbalètes qu'on fabriquait nous-mêmes. Non, une enfance tranquille, mais je ne suis pas issu d'un milieu, je vais dire, aisé. Mon père était un ouvrier agricole, coupeur de canne sur les exploitations de Rivière-Pilote, travaillait à l'usine de l'ammonie. Ma mère, elle a travaillé sur une exploitation bananière et après, elle a fabriqué des chapeaux bas-croix, activité que 2 de mes sœurs ont prolongé et prolongent jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors, de la politique, d'abord, ça a été à l'occasion c'est le cadre de mon boulot, pardon. J'ai rencontré un militant communiste, un trotskiste, qui m'a convaincu, et ça remontait à 1983. Et à ce moment-là, j'ai adhéré aux idées communistes, aux idées trotskistes. Et depuis cette date, donc, je milite au sein d'une structure, d'une organisation qui s'appelle Combat ouvrier. Je suis un militant, tout simplement. Je ne me définis pas plus que c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui se met à la disposition des travailleurs. J'évolue dans la classe ouvrière. Et donc, les deux, pour moi, sont compatibles. Mais je me définis d'abord comme militant politique. Je dois avouer que choisir une personnalité, ça a été difficile parce que j'aurais pu choisir Mandela et autres, mais je me suis arrêté à Rosa Parks. Alors, outre le fait qu'elle est née un 4 février comme ma marraine, c'est quand même quelqu'un qui, dans son parcours, ses actes, ça a marqué. Et si, par exemple, on a eu quelqu'un comme M. Barack Obama qui est arrivé à la présidence de la République de la première puissance impérialiste au monde, les États-Unis, c'est aussi le travail de Rosa Parks, qui, on s'en souvient, le 1er décembre 1955, a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Et c'est à cette occasion qu'on a eu l'occasion aussi d'entendre parler d'un illustre inconnu qui est devenu quelqu'un de très connu par la suite. Il s'agit de monsieur le pasteur Martin Luther King. Et Rosa Parks, la manière dont elle s'est impliquée, le combat qu'elle a mené, et l'issue surtout, ça compte. C'est ce qui me permet de dire qu'il y a un proverbe arabe qui dit que quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens. Et quand on ne veut rien faire, on trouve une excuse. Cette femme, entre guillemets, elle s'est sacrifiée. Et comme je l'ai dit, le mouvement, par exemple, Black Lives Matter, l'affaire Floyd, dont hier c'était le premier anniversaire de sa mort, ben, tout ça compte. Et Rosa Parks, à sa mort, il y a eu cette réflexion que je trouve très bien de la part du révérend Jesse Jackson. Il a dit elle s'est assise pour que nous puissions nous lever.
Je trouve ça très fort. Et l'exemple de Rosa Parks, pour nous, c'est quelque chose de très, très important. Ça prouve que lorsqu'on se bat, lorsqu'on s'engage, la lutte peut être longue, mais on peut y arriver. Alors, le site que j'ai retenu, c'est Harrison's Cave, c'est à Barbade. Lorsqu'on arrive à ce niveau, on n'a pas idée de ce qui se trouve dans les entrailles de la Terre. Chaque fois que je vais à Barbade, je me rends à Harrison's Cave, que j'ai visité je ne sais trop combien de fois. La Barbade, j'y suis allé pour la première fois en août 1980 dans le cadre d'un voyage d'échange avec une association qui s'appelait Association Intercaraïbe d'échange, NTRK. Je salue à cette occasion une collègue qui s'appelle Marie-Vonne Charlery, qui a animé cette association. Et à partir de la Barbade, dont je peux le dire, hein, aujourd'hui j'ai des amis, ça va du Canada jusqu'à Trinidad, où ce sont des lieux que je fréquente, la Jamaïque, la Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie, Dominique, enfin tout ça. Et voilà pour la partie confession. Eddy, comme à chaque fois, je vous pose la question. Les candidats qui sont très connus, qu'on voit beaucoup dans le paysage martiniquais, est-ce que vous avez appris de nouvelles choses? Oui, ça m'a rappelé mon séjour barbadien avec la même impression d'ahurissement quand on découvre jeune cette grotte fantastique. Très bien. Bon, je ne savais pas que vous étiez passé par là aussi. Depuis 41 ans. Ah ben voilà. Bon, ben, c'est ce que vous avez retenu et vous avez ça en commun. Allez, place à l'actualité maintenant avec un retour sur les faits qui ont marqué le début de la semaine, un Zap Actu préparé par Sandrine Claude. Les établissements Madeleine Landy et Marius Hurard seront fermés l'année prochaine. Les arguments avancés par la mairie de Fort-de-France pour justifier cette décision sont balayés par les parents. Ils attendent plus de précisions. La direction a été reçue en premier par la DIECT. Les salariés sont rentrés depuis à peu près 1 heure. Les négociations avancent, apparemment elles sont en bonne voie. Nous n'avons pas encore tous les éléments à vous apporter. Mais bon, pour nous c'est déjà un grand avantage parce qu'au bout de 4 semaines, nous arrivons à discuter enfin avec notre gouvernance. 348 candidats auditionnés, une centaine d'employables dont retenus qui seront embauchés très rapidement et 185 candidats qui vont subir des tests d'aptitude et des formations. Nous avons déjà 12 signatures de contrats, dont 60% pour les 6 postes de responsables. Et donc, on espère d'ici là pouvoir accompagner les producteurs à retrouver les profils adaptés à leur entreprise. Les premiers passagers exempts de motifs impérieux pour rejoindre la Martinique en provenance de Paris foulent le sol de l'aéroport Aimé Césaire et ils l'attendaient depuis longtemps. On a passé un hiver à espérer, et puis on a appris il y a 20 jours qu'à partir du 9, il n'y avait plus de motifs impérieux. Satisfaction partagée par les commerces de l'aéroport. Cette nouvelle étape annonce pour eux des lendemains plus joyeux. Psychologiquement, tout le monde avait envie de travailler. En fait, c'est la première fois qu'on a autant de sargasses. On n'en a jamais eu. C'est-à-dire d'habitude, on a de la sargasse, mais ils peuvent gérer facilement. Mais là, on a dû faire appel vite fait à l'association CAID pour qu'ils enlèvent au mieux ce qui a enlevé. C'est exceptionnel. L'eau est de retour chez Marie-André. Une denrée rare pour cette habitante de Basse-Pointe. C'est revenu depuis lundi, on a de l'eau et ça coule bien et puis on peut faire ce qu'on a à faire. Depuis avril 2020, cette pointoise subit des coupures d'eau à répétition, un problème qui a précarisé son quotidien. Dans sa maison, des seaux disposés un peu partout et dans son jardin, 2 citernes récemment installées pour éviter les déplacements au point de ravitaillement installés dans le quartier. Voilà, on va commencer avec le sujet bilan campagne de Banamart, un sujet qui fait polémique puisque le groupement fait la promotion de sa campagne de recrutement dans un contexte un peu sensible. Quelle est votre analyse sur le sujet? Cette campagne, elle est scandaleuse parce que les responsables de Banamart tentent de racheter une virginité ou en tout cas une bonne image. Je rappelle que Banamart, c'est une structure qui est gérée principalement par les béquets, les gros possédants, les plus riches, et qui imposent
leur cadence, leurs conditions, y compris non seulement à des ouvriers, à des travailleurs, mais également à des petits planteurs. Ils ont à leur merci tout ce petit monde. Et je trouve que c'est scandaleux de mener une telle publicité pour faire croire qu'ils font du social. Je rappelle, et je vais un peu plus loin, qu'il y a une exploitation qui s'appelle Bamaril, qui fait partie du groupe Bernard Ayotte, et qui fait la une de l'actualité parce que sur cette exploitation, une de mes camarades est victime d'une procédure de licenciement. C'est une élue, et c'est la même chose qui a été vécue aussi par un de mes camarades sur l'habitation Casse-Paul à Macouba l'année dernière. Donc je pense que c'est essayer de se racheter une image à... Franchement, c'est pas très bien. Alors, est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu partagé, puisqu'un groupement qui lance une campagne de recrutement pour un représentant des travailleurs, est-ce pas finalement une demi-bonne nouvelle si on écoute vos arguments? Non, ça aurait été une bonne nouvelle si on ne connaissait pas les conditions de travail, si on ne connaissait pas les salaires qui seront versés. Et puis, cette campagne de recrutement, il faut savoir aussi quelles sont les conditions qui vont accompagner. Comment ça sera financé. Et quand on voit par exemple le fameux plan de relance agricole, comment ils veulent financer tout ça, il y a des questions à se poser. Autre sujet, coupure d'eau à Basse-Pointe, une problématique qui revient au fil des ans, pas spécialement à Basse-Pointe, hein, sur toute l'île. Alors la solution, selon vous, pour gérer ce problème de ressources d'eau en Martinique? Écoutez, la ressource existe, maintenant c'est la gestion qui pose problème. Alors il est particulièrement scandaleux de voir que alors, moi, j'ai exercé au lycée du Lorrain et j'ai connu cette fameuse coupure, par exemple, de 2009. Vous voyez, je vais un peu plus loin que ça. Et 12 ans après, le problème n'est pas réglé. Parce qu'il y a un propriétaire terrien qui tient en respect tantôt certains qui demandaient l'autonomie, tantôt des indépendantistes. Et ce petit monde qui, aujourd'hui, demande à reprendre des responsabilités n'a pas été foutu de régler ça. À tel point que, pour reprendre une expression, c'est le préfet de l'État colonial français qui propose une solution. Alors, quelle solution, là, aujourd'hui, selon vous? La solution, écoutez, il faut simplement que... Alors, j'ai constaté que les populations se mobilisent. Donc, il faut qu'ils maintiennent la pression, qu'ils l'augmentent. Et il faut, par exemple, que ce terrain qui pose problème, par exemple, au Lorrain, il faut tout simplement qu'il y ait une expropriation, déjà, et qu'au niveau de Basse-Pointe, que la population se mobilise et impose, je dis bien impose, ces solutions, puisque des solutions existent. Il n'y a pas de problème technique, c'est simplement une question de faire. Mais il faut que faillir. Alors, mais les solutions, imposer ces solutions, ça serait quoi? Au-delà d'exproprier, mais il faudrait faire quoi? Parce qu'il semble évident que la qualité du réseau d'eau potable n'est plus bonne du tout. Alors, ça ne va pas être réglé d'un coup de baguette magique, c'est sûr. Maintenant, il y a des sociétés qui en ont bien profité, qui se sont engraissées là-dessus. Là aussi, il faudrait voir. Est-ce que techniquement, le problème peut être réglé? Il me semble que oui. Donc, s'il peut être réglé, réglez-y. Lever des motifs impérieux, est-ce une bonne nouvelle selon vous? Oui, parce que de nombreuses personnes ne pouvaient pas se déplacer comme elles le souhaitaient. Des familles étaient disloquées. Donc oui, c'est une bonne chose. Ça veut peut-être dire aussi que tous mes camarades, tout ce monde de la santé qui s'est mobilisé est peut-être en train de gagner. Et je veux aussi saluer cet aspect-là du côté de tous ceux, notamment du côté de la MINAR, qui, dès le départ, sont au feu et trop souvent on l'oublie. L'occasion de faire le point sur votre analyse sur la gestion de cette crise sanitaire. Parce qu'il faut qu'on se projette quand même. Si vous êtes élu président de la collectivité territoriale de Martinique, quelles seraient les mesures? Qu'est-ce que vous auriez changé ou maintenu dans cette gestion de crise sanitaire? Alors, si je suis élu, là, vous posez un... Ça veut dire qu'on se retrouve avec un groupe qu'on va envoyer faire entendre le plan des travailleurs majeurs. Écoutez... c'est une élection, on est tous sur la ligne de départ. L'électeur décidera. Mais enfin, je dois dire que, à ce stade, l'état d'esprit ne me semble pas être ça. Maintenant, écoutez, on verra. Alors, dans quel état d'esprit vous faites votre campagne si vous vous dites, bon, je me présente, mais bon, il y a très peu de chances que je sois élu. Comment on fait une campagne dans cet état d'esprit? Pour vous répondre, je vais vous exposer les points de notre programme et vous allez donc vous rendre compte par vous-même qu'il faut vraiment qu'on s'y accroche pour faire ce choix.
Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons que, d'abord, nous disons que, par exemple, pour lutter contre le chômage, il faut une répartition du travail entre tous, sans baisse de salaire. Nous disons qu'il faut contrôler les fonds publics qui sont versés aux entreprises, ce que nous avons appelé open bar. Nous disons qu'il faut contrôler les profits des entreprises. Nous disons qu'il faut lever le secret bancaire, le secret commercial et le secret des affaires. Nous disons qu'il faut un SMIC à 1 800 € net, parce qu'avec un SMIC à 1 200, on ne voit pas où on va. Nous disons qu'il faut exproprier, parce que des secteurs essentiels doivent être entre les mains de la puissance publique. Et surtout, nous disons qu'à travers ces élections, il faut se compter pour créer un parti communiste révolutionnaire. Si nous obtenons un maximum de voix sur ce programme, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit différent dans ce pays. Et ce ne sont plus des élus qui mettraient en œuvre ce programme, mais la population qui aurait majoritairement choisi ce programme. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut voir les choses de manière réaliste. Ce n'est pas encore cet état d'esprit. Alors, en clair, vous êtes en train de dire aux Martiniquais, nous savons que vous n'allez pas voter majoritairement pour nous, mais nous préférons annoncer la couleur. Et ce que vous venez d'intégrer dans votre programme, ce sont des mesures dont le financement reste plutôt aléatoire. Comment vous répondez financièrement aux besoins que vous créez naturellement, par exemple un SMIC à 1 800 € net, l'ensemble des données que vous venez d'énoncer, comment vous y arrivez? Alors, je vais vous dire, monsieur Marajo, que depuis le mois de mars de l'année dernière, j'ai employé cette expression tout à l'heure, il y a open bar. L'argent coule à flot. J'ai même entendu une responsable de la Chambre de commerce dire en direction des chefs d'entreprise, précipitez-vous, dépêchez-vous, il y a de l'argent, il faut monter les dossiers pour récupérer. On avait régulièrement entendu dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et curieusement, on a remarqué que pour sauver l'économie capitaliste, pour sauver un certain nombre de groupes, on en a trouvé. Moi, je remarque d'une chose, c'est que quelqu'un comme Bernard Ayotte, qui n'a absolument pas besoin de ça, s'est vu attribuer un PGE de 115 millions d'euros. Alors que, par exemple, pour lutter contre la chlordécone, sur 3 ans, pour la Guadeloupe et la Martinique, il n'y a eu que 92. Petite parenthèse. L'argent existe, il suffit simplement de l'affecter là où il faut. Est-ce que cette relation d'évidence que vous instaurez entre la situation actuelle, qui est une situation pour le moins chaotique, et à mon avis, on en verra les conséquences dans les mois qui viennent, et votre programme, est-ce que ce n'est pas un peu, j'allais dire, une espèce de provocation quand on sait que parallèlement vous dites, de toute façon, il y a peu de chances qu'on soit élu? Écoutez, nous ne sommes pas comme certains qui développent un long catalogue. Moi, j'ai appelé ça catalogue printemps, été, automne, hiver. J'ai même entendu la redoute, quoi. Pour ne pas citer de marque. Voilà, je n'ai pas voulu citer de marque. J'ai même entendu certains dire, pas plus tard qu'hier, qu'on a travaillé depuis 2 ans et demi dessus. Moi, je suis un communiste. Mon programme, il n'a pas changé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société capitaliste, nous sommes dans une société qui fonctionne, qui crée de la pauvreté, qui crée de la précarité. Nous disons aux travailleurs, nous disons aux chômeurs, aux opprimés, aux démunis, voilà le programme, si vous vous en emparez, il y a cette possibilité de mettre un terme à cette situation. Alors, un programme qui ne change pas, mais il y a eu la crise sanitaire entre-temps. Oui, mais alors, la crise sanitaire entre-temps a révélé beaucoup de choses. Encore une fois, la crise sanitaire a montré d'abord une chose, c'est que ceux qui étaient au front, par exemple, c'était d'abord, par exemple, le personnel de santé. On se souvient comment ce personnel a été traité. Le fameux Ségur, Par contre, d'autres ont empoché plein. Donc, nous disons que c'est un programme de lutte, c'est un programme qui est différent de tous ces programmes où on nous dit on va faire ci, on va faire comme ça et on s'en sortira. Est-ce qu'il y a quand même un signe, est-ce que vous envoyez un signe d'espoir à toutes les catégories sociales que vous venez d'énumérer, en particulier
Vous ne l'avez pas dit, mais on pense aux caissières des hypermarchés qui ont été au front, au personnel soignant, aux éboueurs, etc. Tous ces gens qui étaient au front, est-ce que vous leur lancez quand même un signe d'espoir? Parce que vous êtes candidat, mais vous dites très objectivement, si jamais on gagne, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quoi, en fait. Non, si on gagne, c'est qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. Oui, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite. Mais vous y croyez? Écoutez, bien sûr. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai découvert cette réflexion d'un Néerlandais qui disait « Toutes les grandes vérités commencent par être des blasphèmes ». On n'y croit pas, on dit ça, non, c'est pas machin. Et puis un jour, on se rend compte. Il y a aussi Mandela qui avait sorti quelque chose dans ce Mais style. le premier surpris, ce serait vous, quand même. Ah, pas du tout. Si jamais le 27 au soir, vous découvrez que Sabrina Doré annonce Combat ouvrier comme vainqueur de l'élection, vous allez sourire. Je vais sourire, mais je dirais aussi sacrée responsabilité. Oui, c'est le grand soir, là. Ah, bah écoutez, je ne sais pas, mais bon, c'est pas le grand soir, mais ça peut être aussi un jour nouveau. Alors, je voudrais revenir quand même, parce que vous avez cité les éboueurs, les caissières. Effectivement, tout ce petit monde-là était au front, les personnels de santé. Mais il y a une bonne nouvelle quand même ce soir, je le dis. C'est la lutte menée par les agents de l'IMFPA, qui est une structure qui dépend de la CTM. Et moi, je vais vous dire à quoi ils ont échappé. Ils ont échappé à ça. Vous voyez, ça, c'est Marie-Jeanne Nilor, l'SDMA Icarius, qui étaient intervenus lors d'une grève PNRM, et ils étaient allés couper les chaînes. Et vous avez remarqué aussi une chose, c'est que c'est exactement la même chose qu'a fait monsieur Monplaisir, le maire de Saint-Joseph. Donc, moi, je tiens à adresser mes félicitations, dire que honneur à ces travailleurs qui se sont battus et qui, après 4 semaines, ont obtenu gain de cause. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que votre analyse du bilan, parce que vous parlez de la CTM, là, vous m'avez tendu la perche, on ne vous entend pas beaucoup sur le bilan que vous tirez de la mandature qui s'achève. On a même l'impression, alors je vous ai écouté dans plusieurs débats, on a même l'impression que vous ne voulez pas forcément en parler. Ah, pas du tout, je tiens à en parler, parce qu'à la CTM, ils ont beaucoup fait. D'ailleurs, il y a des chamailleries qui se font, je ne comprends pas pourquoi. On veut apparaître comme étant celui qui aura fait le plus, le mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je ne dirais pas comme certains qu'ils n'ont rien fait. Moi, je préfère les images parce qu'elles sont plus parlantes. Voyez-vous? Vous êtes venu avec vos photos de dossier. Oui, bien sûr. Et on ne dira pas que c'est Jean-Marie qui a fabriqué. Là, il y a un équilibre de traitement entre nous et nos... Tout le monde est à la disposition. Tout le monde est à la disposition du même bonhomme. Alors, comme je dis bonhomme, je parle du symbole, hein. Je ne parle pas de l'homme, la personne. Tout le monde rivalise pour apparaître à ses côtés. D'accord? Donc, on ne dira pas qu'il n'a pas fait. D'ailleurs, je vais dire, je ne sais pas... Quel lien avec le bilan de la CTM? La CTM a été à la disposition des possédants, des riches. Ça a été des courroies de transmission de l'État français pour déverser des millions. J'ai entendu encore il n'y a pas très longtemps M. Carole dire qu'on a versé 57 millions à 5000 entreprises. Alors, vous savez, il y a une théorie fumeuse qui parle de ruissellement. Ben, il n'y a pas eu de ruissellement parce qu'il y avait plutôt une pompe aspirante. Tout ce qui remontait. Tout remontait. Et donc, oui, il y a un bilan. Et il y a un bilan je suis certain que certains se frottent les mains. Mais, Monsieur Jean-Marie, que dites-vous aux chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, ceux qui se projettent dans la création d'entreprises, qui vous regardent ce soir? Je veux faire une distinction. Il y a les gros, il y a les petits. Figurez-vous que il y a 3 ou 4 jours, j'étais en compagnie d'un chef d'entreprise qui gère une vingtaine de salariés. Nos rapports sont corrects. Je l'ai fait condamner une fois au prud'homme. Vos rapports sont corrects. Vos rapports sont devenus corrects. Je lui ai imposé une grève le 1er avril 2014, je crois. De 2 jours, C'est comme ça que ça se passe, vos rapports corrects avec les chefs d'entreprise. Mais ma question, c'est... Alors parce que... je vais... 1800 €, on se pose la question pour justement les petits chefs d'entreprise, enfin je parle de petits, de ceux qui ont moins de capacité,
Que leur dites-vous? Je leur dis simplement qu'il faut qu'ils pensent que, à notre niveau, nous ne sommes pas ceux qui les étranglent. D'accord? D'ailleurs, je dis une chose, c'est qu'à ces petits chefs d'entreprise, comme vous dites, ils sont plus proches du monde de la classe ouvrière que des gros. Maintenant, certains veulent s'identifier, se reconnaître dans cette catégorie des gros. D'ailleurs, par exemple, c'est une chose qu'on a eu l'occasion de voir, notamment sur les exploitations bananières. Les béquets avaient l'habitude de mettre en avant les petits pour dire, bon, vous allez couler les petits, bon, vous comprenez, il faut arrêter, et ainsi de suite. Et eux, ils étaient derrière. Non, nous n'avons pas de problème avec les chefs d'entreprise. Accessoirement, je vous fais remarquer que j'ai une formation de comptable et qu'avant d'être enseignant, j'ai bossé dans le privé et que j'étais à la disposition de chefs d'entreprise, avec mes mêmes idées. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, nous ne visons pas, notre objectif n'est pas de saboter, faire disparaître les entreprises, les petites entreprises. Nous parlons de grosses entreprises qui ont une influence, qui, par leurs actions, provoquent cette situation que nous avons. J'ai une question. Est-ce que la CTM a ce pouvoir d'imposer un SMIC à 1 800 €? Parce que de toutes les façons, ce n'est pas une mesure locale. Non, je vous réponds tout de suite que la CTM n'a pas cette possibilité. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que nous sommes dans le cadre d'une élection politique et que chaque organisation expose un programme politique. Ce que nous disons, nous proposons une orientation. Il appartient aux électeurs qui se trouvent ici en Martinique de se prononcer sur ce programme. Et je peux vous le dire, ce sera le même programme en Guadeloupe, c'est le même programme en France avec nos camarades de lutte ouvrière, le même programme à La Réunion avec nos camarades de lutte ouvrière. Donc il faudrait que le combat ouvrier remporte pratiquement toutes les régions. Alors, on commencera par la Martinique, s'il le faut. J'ai envie de vous demander ce que vous avez à dire à une autre catégorie qui, elle, est à la CTM. Ce sont les personnels de la CTM. Ils sont un peu plus de 4000. Alors, on ne sait pas exactement, 4500 en fait. On a plusieurs chiffres, mais en tout cas, plus de 4000. Ce soir, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Parce que dans votre programme, je n'ai pas trouvé de mesures ou de projets les concernant. Le fameux organigramme que tous les candidats proposent, par exemple. Alors, je rappellerai que les personnels de la CTM figurent dans notre programme. Vous n'avez pas su le voir, mais ça figure dans le titre de notre programme, les travailleurs. Oui, oui, d'accord. Mais on va dire que vous les englobez, mais il semble qu'il y ait là une situation très particulière. Une situation très particulière, peut-être parce que les travailleurs de la CTM n'ont pas été associés, en tout cas totalement, pleinement, à cette transformation et à cette évolution. Je répète, notre liste s'intitule « Faire entendre le camp des travailleurs ». Et les employés, les agents de la CTM, ce sont des travailleurs qui doivent aussi se prononcer sur leurs conditions de travail, sur l'organisation du travail, sur leurs relations avec les élus, l'Assemblée et tout ça. J'ai envie de vous poser une dernière question personnelle. Est-ce que vous avez envie d'occuper le poste de président de l'exécutif de la CTM? Très honnêtement, monsieur Oui. Marajo, très honnêtement, je n'ai pas envie. Je n'ai pas d'ambition d'être celui qui apparaîtrait sur la plus haute marche. Y compris pour les travailleurs? Y compris pour les travailleurs. Maintenant, si les travailleurs... Si. Oui. Vous en doutez, on a bien compris que vous en doutez. Je suis réaliste. Vous êtes réaliste. Je suis réaliste. Si des travailleurs venaient à... comme dirait quelqu'un, me réquisitionner... Oui. Ça nous rappelle quelque chose. Oui, ça vous rappelle quelque chose. Si je venais à être réquisitionné, écoutez, je ne me défierais pas. Alors faites attention, parce que la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a été réquisitionné à Fort-de-France, il a été élu. Hein. Faites attention. Donc j'ai intérêt, j'espère que vous êtes... à préparer vos dossiers. Alors, ma question, est-ce que finalement, ce n'est pas plus une campagne de communication qu'une vraie campagne politique? C'est une vraie campagne politique, madame. C'est une vraie campagne politique parce que les idées que nous défendons, et je le dirai très sincèrement, mis à part la liste respect,
nous sommes les seuls à défendre ce programme. Vous chercherez, vous verrez tout le temps Martinique, Martinique, Martinique. J'ai entendu encore hier, Martinique unie, Martinique apaisée. Nous ne sommes pas pour la paix sociale, nous le disons. Nous disons qu'il faut lutter parce que si on ne lutte pas, nous n'obtiendrons rien. Et c'est ce que ça a prouvé. Je répète encore, ce qui s'est passé à l'IMFPA, et je pourrais me rendre en France aussi, où des employés d'un hôtel ont tenu tête pendant 23 mois et ils ont obtenu le morceau. L'hôtel Ibis. L'hôtel Ibis. Alors, comment on gère des salariés tout en faisant entendre le camp des travailleurs, selon vous? Il faut gérer les deux, à un moment, faire appliquer les mesures. Les salariés, les travailleurs doivent être les premiers à s'impliquer, concernés par leur sort, leur situation. Donc, il ne s'agit pas de venir et de plaquer en disant « on a décidé ça pour vous, voilà, ça sera comme ça ». On a noté que vous aviez été plein de mansuétudes pour les déboulonneurs de statuts, on va appeler ça comme ça, mais on vous a pas entendu sur ce qui est arrivé à nos confrères journalistes. Ça a commencé il y a quelques mois quand même. Vous en pensez quoi du traitement qui est réservé à certains de nos confrères? Je vais être très clair. Nous avons sorti un texte et effectivement, certains de vos confrères en ont apporté d'une certaine manière. Je me rappelle d'ailleurs que j'ai expédié ce texte à 12h58, à 12h59, il y a un de vos confrères qui m'a appelé. Je lui ai dit « Attends, tu ne me diras pas que tu ne sais pas lire ». Il a éclaté de rire et puis ça s'est arrêté là. En revanche, nous avons eu à intervenir parce que, effectivement, sur une chaîne concurrente, la manière dont ça a été rapporté, nous avons dû intervenir. Et un responsable m'a dit effectivement la correction que vous avez apportée, la correction que nous avons faite n'était pas tout à fait correcte. Ça concernait quoi exactement? Ça concernait ce qui s'est passé effectivement. Au François? Au François. Ouais. Alors, je répéterai, et je ne fuis pas la question, les journalistes sont des travailleurs. Et j'irai plus loin, ce sont mes camarades, puisque là-dedans, j'en connais et qui sont mes camarades. Mais qu'est-ce qu'on attendait de nous? Qu'on dise, nous dénonçons et qu'on puisse joindre notre voix à celle de M. Monplaisir, à celle de M. Letchimi, je crois. Non, non. Mais nous avons dit dans un texte que nous partageons les mois et cette situation, ça n'est pas ce que nous aurions préconisé. Je voudrais revenir sur l'aspect déboulonnage, parce que cet aspect-là, vous dites qu'on ne nous a pas entendus, mais nous avons écrit. Nous disons que les actions de déboulonnage, notamment du 22 mai, c'est ce que notre jeunesse a fait de mieux depuis déjà de longues années. Ça, je vous ai entendu dire ça. C'est ce qu'elle a fait de mieux. Et moi, je vous dis que si demain, un juge, un procureur voudrait entamer contre ces deux jeunes femmes des poursuites, je serai en tête pour les soutenir et dénoncer toute action contre ce petit monde. Parce que le problème qui s'est posé, alors... Et puis il y a eu une confusion aussi avec Schellcher, Schellcherisme. Vous savez qu'il y a pas mal de personnes qui se sont abritées derrière Schellcher pour faire... Alors Schellcher est un abolitionniste, on peut toujours discuter, mais il a été un abolitionniste. Maintenant, ce sont ceux qui étaient derrière, qui ont cherché à profiter du nom de Schellcher, ce sont ces gens-là qu'il faut condamner. Très bien, merci à vous, Gabriel Jean-Marie, d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir reçu.